Une équipe d'archéologues de l'Université de l'Oregon a découvert l'un des plus anciens sites occupés par l'homme en Amérique du Nord, dans le sud de l'Oregon. Ils ne savaient pas vraiment pourquoi cette crête se trouvait là. Pendant la majeure partie du 20e siècle, les archéologues pensaient savoir exactement quand les premiers humains sont arrivés en Amérique du Nord, d'où ils venaient et l'itinéraire précis qu'ils ont emprunté pour y parvenir. La question scientifique était tranchée. Puis, une équipe effectuant des fouilles dans le désert de l'Oregon a extrait du sol des outils de pierre, les a envoyés à un laboratoire et a obtenu des résultats auxquels personne ne s'attendait. Ainsi, nos étudiants peuvent commencer près du bas. Ils sont très bien formés, savent fouiller et suivent les instructions de Pat. Du sang vieux de 20 ans, préservé dans la pierre, fait partie de ce cône herdien. Je peux contrôler sa forme et sa taille en inclinant la roche et en la frappant avec différents objets. Et ce qu'elle a révélé n'a pas seulement repoussé la chronologie, elle a bouleversé toute l'histoire. Et si tout ce qu'on nous a appris sur les premiers Américains n'était qu'une illusion? La découverte qui a ébranlé un siècle de certitudes archéologiques. Pendant la majeure partie du 20e siècle, les archéologues avaient une version des faits à laquelle ils se fiaient entièrement. La voici. Il y a environ 13 ans, les premiers humains ont traversé un pont terrestre reliant la Sibérie à l'Alaska et ont lentement progressé vers le sud à travers un étroit corridor qui s'était ouvert entre deux immenses glaciers recouvrant la majeure partie du Canada. Ce peuple, connu sous le nom de culture Clovis, était considéré comme le peuplement américain originel. Si quelqu'un présentait des preuves suggérant une arrivée humaine antérieure, la communauté archéologique avait une réponse toute faite. Elle parlait de contamination ou de mauvaise interprétation. Pour la plupart des chercheurs, le calendrier était établi. Puis, une équipe de l'Université de l'Oregon a entrepris des fouilles dans un abri sous roche, situé dans le haut désert de l'Est de l'Oregon. J'ai ensuite un peu travaillé sur le dessus du rebord et j'ai trouvé de nombreuses pointes de lance qui datent probablement de 8 ans ou plus. Et la chronologie établie commença à s'effondrer peu à peu. Le site s'appelait l'abri sous roche de Rimrock Draw. Personne ne s'attendait à ce qu'il révèle quoi que ce soit de controversé. L'équipe n'était pas venue pour réécrire l'histoire. Leurs objectifs initiaux étaient modestes. Ils souhaitaient mener des fouilles archéologiques exceptionnelles dans les contextes les plus complexes et les plus difficiles qu'ils connaîtront probablement de leur vivant. Leur objectif était d'étudier les restes d'animaux de l'ère glaciaire et de retracer l'évolution de l'environnement local sur des milliers d'années. L'archéologue du Bureau de gestion des terres tiers qui travaillait dans ce district depuis 21 ans était sur place avec eux. Il s'agissait d'un travail de terrain de routine dans un coin tranquille et largement méconnu du paysage. Rien sur le site ne laissait présager l'une des découvertes archéologiques les plus bouleversantes de l'histoire américaine. Les chercheurs ont extrait du sol des outils de pierre et des ossements d'animaux, sans intérêt particulier en soi. Mais lorsque les résultats des analyses sont arrivés, le silence s'est fait. Les outils étaient entachés de sang. Du sang aussi ancien ne devrait pas exister. Il ne se conserve quasiment jamais. Et pourtant, il était là. Pour dater la couche de sédiments, ils ont utilisé une méthode appelée luminescence stimulée optiquement. En termes simples, cela signifie que certains grains minéraux, une fois enfouis, cessent d'absorber la lumière. Ils se figent en quelque sorte. Les scientifiques peuvent mesurer avec précision la durée pendant laquelle ces grains sont restés dans l'obscurité, ce qui permet de déterminer avec exactitude la dernière fois que cette couche de terre a été exposée à la surface. Cette mesure a révélé un âge de près de 20 ans. Et, enfoui dans cette couche, on a découvert des outils de masse, des outils de pierre aux bords délibérément affûtés et des ossements d'animaux portant des marques de découpe. Des protéines animales ont été retrouvées sur l'un des nombreux outils découverts dans l'abri sous roche. Ces outils servaient à de multiples usages. Il ne s'agissait pas des traces laissées par les prédateurs, mais plutôt des coups nets et précis portés par une personne dépeçant méthodiquement une carcasse. Des populations chassaient et transformaient leur proie sur ce site Sept 01 avant que le modèle Clovis ne situe l'arrivée du premier être humain sur ce continent. Ce n'est pas une simple modification. C'est toute l'histoire qui se fissure sous nos pieds. Mais le véritable choc est survenu lorsque les archéologues ont réalisé que le sol lui-même conservait un enregistrement parfaitement ordonné de l'activité humaine, remontant à une époque bien plus reculée qu'on ne l'aurait cru possible.
les couches parfaitement préservées. Lorsque l'équipe a commencé à travailler sur les sédiments de Rimrock Draw, un détail a immédiatement attiré leur attention. Les couches étaient intactes. Or, quiconque connaît un tant soit peu les sites archéologiques sait à quel point c'est rare. Normalement, la Terre nous met des bâtons dans les roues. Les animaux fouisseurs creusent des nez, creusent des galeries et déplacent des objets d'une époque à l'autre. Les racines des arbres s'enfoncent dans le sol au fil des siècles, entraînant des matériaux avec elles. L'état vive, l'eau de pluie s'infiltre et transporte lentement de petits artefacts latéralement, les déposant dans des couches qui n'étaient même pas les leurs à l'origine. Tout cela signifie qu'au moment où les archéologues arrivent, les objets ont déjà évolué silencieusement dans ce sol pendant des milliers d'années. Nous avons donné des conférences à la Société archéologique de l'Oregon. J'ai également donné des conférences à la Société archéologique du centre de l'Oregon à Bend. Des vestiges datant de Dig 01 peuvent se trouver dans une couche vieille de seulement 201. On ne peut jamais être absolument certain que ce que l'on trouve soit bien à sa place. Mais Rimrock Draw était différent. Les couches étaient parfaitement planes et distinctes les unes des autres. Imaginez. Chaque fois que des gens ont habité cet abri, ils y ont laissé des traces. Cendres, charbon de bois, fragments d'os, déchets organiques. Au fil du temps, cette matière s'est comprimée pour former une bande sombre distincte dans les sédiments. Puis, lorsque l'abri se vida et que personne n'y revint pendant des siècles, rien ne s'y déposa. Seulement de la poussière emportée par le vent et du sable fin du désert, s'infiltrant lentement par la paroi ouverte de l'abri sous roche et se déposant en fines couches sur tout ce qui se trouvait en dessous. Aucune activité humaine, aucune matière organique, seulement des sédiments s'accumulant comme c'est le cas lorsqu'un lieu est sans palatinier et complètement abandonné. Ce processus a formé une couche claire et nette par-dessus la couche sombre. Puis les gens sont revenus et une autre bande sombre s'est formée. Puis ils sont repartis. Une autre couche claire de poussière et de sable s'est accumulée par-dessus. En vous promenant dans le désert, vous en trouverez peut-être une. Vous trouverez aussi des pointes pédonculées à la surface, mais vous ne savez pas ce qui précède l'autre ni ce qui se trouve en même temps. C'est incertain. Ce schéma s'est répété pendant des milliers d'années. Bande sombre, couche claire, bande sombre, couche claire. Chacune s'emboîtait parfaitement dans la précédente. À mesure que l'équipe creusait plus profondément, des outils de pierre continuaient d'apparaître. Ils n'étaient pas mélangés. Ils reposaient séparément dans leurs propres couches distinctes. Chacune était ancrée à sa propre période. Oui, c'est bien ça. C'était celui-là, l'outil, le multi-outil orange que j'appelle le Leatherman. Des objets comme des grattoirs manuels utilisés pour dépecer les animaux. De petites lames tranchantes taillées dans du silex ou de l'obsidienne pour découper la viande. Des objets rudimentaires, certes, mais dont l'existence même est due. C'est dû à la volonté d'une personne de les fabriquer. Un ensemble d'outils apparaissait dans une bande sombre, entourée de cendres et de fragments d'os caractéristiques de cette période. Puis, une couche pâle de sédiments propres, témoignant de siècles de silence. Ensuite, une autre bande sombre, et à l'intérieur, un autre ensemble d'outils d'une époque complètement différente. C'était exactement le schéma que l'on s'attendrait à trouver si différents groupes humains avaient fréquenté le même abri pendant des milliers d'années sans jamais se croiser. Et c'est précisément ce que les preuves indiquaient. Ce n'était pas un lieu où un groupe s'était arrêté une fois, s'était abrité d'une tempête, puis avait disparu. Des gens y sont revenus génération après génération. Ils savaient que cet endroit existait et pourquoi il valait la peine d'y revenir. Cette raison prenait tout son sens une fois la géographie comprise. Pendant la période glaciaire, le terrain entourant cet abri sous roche était bordé par une zone humide. Au cœur d'un désert aride et impitoyable, l'eau stagnante constituait une ressource extraordinaire. Les animaux parcouraient toute la région pour s'y abreuver. Et les peuples qui connaissaient cette source les y ont suivis fidèlement pendant des millénaires. Mais le véritable tournant restait à venir. Plus profondément dans les sédiments, l'équipe a atteint une couche scellée sous une bande de cendres volcaniques. Ce qui était enfoui dessous allait devenir le défi le plus direct à l'histoire, communément admise de l'arrivée des premiers humains en Amérique du Nord,
le chameau géant de l'ère glaciaire. Enfoui sous terre, on a retrouvé des dents et des fragments de mâchoires appartenant à Camelops hester, un chameau géant aujourd'hui disparu qui parcourait autrefois l'Amérique du Nord en très grand nombre. Cet animal mesurait près de 2,1 mètres au garrot et pesait des centaines de kilogrammes. Franchement, c'est impossible. Un chameau, lui, en est capable. Voilà une autre caractéristique étonnante. Et cette espèce avait disparu de la surface de la Terre depuis des millénaires avant que quiconque ne songe à la rechercher ici. Mais ce ne sont pas les ossements eux-mêmes qui ont le plus intrigué les chercheurs, c'est leur disposition. Ils n'étaient pas dispersés comme le sont les os d'un animal mort seul et se décomposant dans un champ. Elles étaient disposées selon le schéma caractéristique que l'on retrouve sur les sites de dépeçage humains du monde antique. En les examinant de près, l'équipe a découvert des marques de découpe répétées, concentrées au niveau des articulations. Ce détail est important. C'est au niveau des articulations que l'on commence naturellement à travailler pour démembrer un animal, en sectionnant les tissus conjonctifs afin de séparer les membres et d'accéder à la chair. Ces marques ne proviennent pas des dents de l'animal. Elles n'étaient pas dues à l'érosion ni au poids des sédiments accumulés au fil des siècles. Elles correspondaient exactement aux marques laissées par les outils de pierre. Quelqu'un avait chassé cet animal, l'avait abattu, puis s'était penché sur la carcasse pour la dépecer méthodiquement. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut se représenter le monde dans lequel vivaient ces personnes. Il y a près de 20 ans, l'Amérique du Nord était méconnaissable. Des glaciers recouvraient la majeure partie du Canada et des calottes glaciaires, de près de 3 km d'épaisseur, dominaient la moitié nord du continent. Les plaines étaient partagées par des mammouths, des mastodontes, des paresseux terrestres géants et ces chameaux ancestraux qui se déplaçaient en troupeaux à travers des paysages aujourd'hui disparus. Des loups redoutables chassaient dans ces mêmes espaces, tout comme des tigres à dents de sabre. Le monde était plus froid, plus étrange et bien plus dangereux que tout ce que les êtres vivants d'aujourd'hui peuvent imaginer. Et au milieu de tout cela, un groupe de chasseurs humains abattit un chameau géant, le traîna jusqu'à cet abri sous roche et le dépeça à l'aide d'outils de pierre. C'est là que l'histoire devient plus difficile à réfuter. Les ossements ont été retrouvés scellés sous une couche de cendres volcaniques directement liée à une éruption connue du mont St. Helens, survenue il y a plus de 1500 ans, se trouvaient des ossements de chameaux. Voici pourquoi c'est important. Lors d'une éruption volcanique, les cendres ne retombent pas progressivement. Elles tombent en masse, recouvrent tout en un instant, puis se solidifient au fil du temps en une couche étanche et permanente. Lorsque l'équipe a découvert ces cendres juste au-dessus des ossements, parfaitement intactes, sans fissure ni altération d'aucune sorte, cela signifiait une chose. Ces ossements étaient déjà enfouis dans le sol avant l'éruption. Ce qui signifie que les personnes qui ont abattu ce chameau vivaient en Amérique du Nord il y a au minimum plus de 1500 ans. La théorie Clovis situe l'arrivée des premiers humains il y a 13 ans, soit un écart de plus de 2600 ans. Ce n'étaient pas les premiers Américains. Quelqu'un était déjà là. Le modèle Clovis n'avait pas seulement été remis en question. Il avait été contredit par la Terre elle-même. Puis vint la datation au radiocarbone de l'émail de la dent de chameau, et le résultat indiquait environ 250 ans avant notre ère. Imaginez un instant. Le site de l'Oregon suggérait désormais que des humains parcouraient le nord-ouest Pacifique à pied, chassaient et transformaient des animaux au moins 50 ans avant l'arrivée supposée du peuple Clovis. Il ne s'agit pas d'une simple modification. C'est le genre de découverte qui oblige tout un domaine scientifique à reconsidérer ses certitudes. Puis vint un détail qui changea complètement la perception de cette découverte. Parmi les outils trouvés à Rimrock Draw figurait un grattoir, un petit outil de coupe portatif taillé dans la pierre. Mais la pierre dont il était faite était de l'agot orange. Cela peut paraître un détail mineur jusqu'à ce qu'on comprenne sa signification géographique. L'Orange AGOT n'existe nulle part près de Rimrock Draw. La source connue la plus proche se situe à des centaines de kilomètres. Personne ne ramasse une pierre aussi loin de chez soi par hasard. Ce matériau a forcément été transporté intentionnellement jusqu'à cet endroit.
ce qui signifie deux choses. Une plante des marais ou une plante lacustre qui produit un tubercule comestible à son extrémité inférieure. Les gens l'utilisaient. D'ailleurs, je crois qu'il y a le lac Wapo, soit les personnes qui utilisaient cet abri parcouraient d'immenses distances à travers un paysage glaciaire que la plupart des chercheurs supposaient à peine praticables. Soit elles commerçaient et échangeaient des matériaux avec d'autres groupes au sein d'un réseau s'étendant sur des centaines de kilomètres. Dans les deux cas, il ne s'agissait pas de survivants isolés, luttant pour leur survie aux confins du continent. Il s'agissait de peuples se déplaçant en Amérique du Nord avec un objectif précis et une grande envergure. L'examen des outils à la loupe a révélé des preuves de plus en plus évidentes. De minuscules fractures jalonnaient les bords, du genre de celles qui se forment après une utilisation répétée. Elles racontaient une histoire claire. Ces outils avaient été utilisés, usés par de vrais humains accomplissant un véritable travail. Et voici pourquoi cela est si important. La première théorie Clovis affirme que lorsque le peuple Clovis est arrivé, il utilisait une technologie d'outillage très spécifique et reconnaissable, de longues pointes de pierre cannelées, façonnées d'une manière particulière. C'était leur signature. C'est ainsi qu'on identifiait un site Clovis. Mais les outils de Rimrock Draw étaient plus anciens que la culture Clovis et fabriqués différemment à partir de matériaux provenant de centaines de kilomètres de là, présentant des traces d'usure dues à un usage intensif. Ils ne correspondaient pas aux caractéristiques de la culture Clovis. Ils lui étaient même antérieurs. Ce qui signifiait que les personnes qui les avaient fabriqués n'étaient pas des Clovis. Il s'agissait d'un autre peuple, un peuple déjà présent sur les lieux. De plus, un grattoir n'a pas été trouvé avec les restes de chameaux, mais en dessous. Il reposait dans une couche de terre plus profonde, resté intact malgré l'activité qui avait laissé les ossements d'épaisser à la surface. En archéologie, ce détail revêt une signification simple et incontournable. Les couches les plus profondes sont les plus anciennes. Impossible d'inverser cet ordre sans perturber le sol, et rien dans cette couche ne portait de traces de perturbation. L'implication était donc évidente. Si le chameau datait de plus de 18-250 ans, l'outil enfoui en dessous était forcément plus ancien. C'est à ce moment précis que la découverte bascula dans une explication bien plus complexe. Les preuves ne se contentaient pas plus de suggérer une présence humaine ancienne dans la région. Elles repoussaient cette présence bien plus loin dans le temps que prévu, à une époque qui remettait en question les chronologies établies. Le sol avait parfaitement conservé cette séquence. Couche après couche, chacune recelait un fragment de l'histoire, chacune attestant d'une activité humaine antérieure à ce que l'on était prêt à admettre. Malgré tout cela, un problème subsistait. Le scepticisme ne disparaît pas facilement, surtout lorsque l'affirmation est d'une telle importance. Les outils bienals des outils de pierre et les marques de découpe pouvaient être remis en question, débattus, réinterprétés. Il subsistait toujours une marge de doute, aussi infime fût-elle. Ce qu'il fallait, c'était une preuve définitive, irréfutable et incontestable. Cette découverte survint lorsque l'équipe entreprit l'analyse des résidus protéiques, les preuves microscopiques du sang. L'analyse des résidus protéiques repose sur ce qui est physiquement piégé au sein même du matériau. L'idée est assez simple, mais ses implications ne le sont pas. Lorsqu'un outil en pierre tranche la chair, des quantités infimes de sang et de tissu sont forcées de s'infiltrer dans des micro-fissures le long du tranchant. Ces traces ne disparaissent non pas pour autant. Dans des conditions optimales, ces éléments peuvent y rester pendant des milliers d'années. Du moins, c'était l'espoir. Si des traces avaient survécu à l'intérieur de ces outils, elles seraient enfouies profondément dans la pierre, à l'abri du monde extérieur. Mais cela impliquait aussi une extrême prudence. Toute contamination moderne risquait de compromettre les résultats, voire pire, de les fausser. Le nettoyage était la première étape, et il était méticuleux. Chaque surface était soigneusement traitée pour éliminer toute trace qui aurait pu s'y déposer récemment. L'objectif était d'effacer complètement les traces actuelles et de ne conserver que ce qui était présent depuis la dernière utilisation des outils. Cela a pris du temps. Il a fallu de la patience. Aucune facilité n'était permise. Ce n'est qu'après cela que les tests ont commencé. Au début, rien de spectaculaire.
Des échantillons ont été soigneusement extraits de ces minuscules fractures, là où les bords avaient jadis touché la chair. Le travail était silencieux et maîtrisé, un processus dont l'importance ne se révèle qu'à l'arrivée des résultats. Et quand ils sont arrivés, tout a basculé. Les protéines correspondaient à celles du bison antique, une espèce éteinte qui parcourait jadis l'Amérique du Nord à l'époque glaciaire en grand nombre avant de disparaître il y a des milliers d'années. Cette identification avait un poids qu'il était impossible d'ignorer. Elle signifiait que les outils n'avaient même pas seulement été façonnés pour couper. Ils avaient disséqué un véritable animal, un animal disparu, ayant vécu et péri dans un monde bien éloigné du nôtre. Le lien se resserra aussitôt. La preuve était désormais présente à plusieurs niveaux simultanément. Les couches géologiques établissaient la chronologie. Le contexte archéologique a permis de rapprocher les outils et les ossements. Les traces biologiques ont confirmé le contact direct entre l'outil et l'animal. Chaque élément de preuve corroborait les autres et, ensemble, ils ne laissaient moins que peu de place au doute quant à l'effondrement de la théorie Clovis Ier. L'effondrement de la première théorie de Clovis, les preuves recueillies à Rimrock Draw, indiquaient une activité humaine il y a plus de 18 ans. Ce seul fait suffisait à anéantir la théorie Clovis. Mais un second problème, tout aussi dévastateur, se cachait derrière le premier. Le modèle Clovis ne se contentait pas d'affirmer que les humains étaient arrivés il y a 13 ans. Il affirmait qu'ils étaient arrivés par une voie précise. Selon cette théorie, les premiers humains auraient traversé la Sibérie pour rejoindre l'Alaska, puis migré vers le sud à travers un étroit corridor libre de glace qui s'était ouvert entre deux immenses glaciers recouvrant la majeure partie du Canada. Ce corridor était la seule voie proposée pour accéder au reste du continent. L'ensemble du modèle en dépendait. Or, il y a 18 ans, ce corridor n'existait pas. Les glaciers n'avaient pas encore suffisamment reculé pour l'ouvrir. La moitié nord du continent était encore prise sous une immense calotte glaciaire, continue s'étendant sur des milliers de kilomètres. Aucun passage, aucune route vers le sud. Les éclats de glace étaient détachés à l'aide de percuteurs ou de lames de bois de cervidés, et ces morceaux arrondis étaient plus difficiles à tailler. Le chemin que prévoyait le modèle Clovis était physiquement impossible à l'époque. Les vestiges de Rimrock Draw indiquent que des humains vivaient déjà en Oregon. Pourtant, les habitants de Rimrock Draw chassaient des chameaux géants dans le haut désert des milliers d'années avant l'ouverture de ce corridor. Si des populations étaient présentes aussi loin au sud à cette époque, elles ne sont pas arrivées par la voie traditionnellement admise. Le contexte temporel et géographique ne le permettait tout simplement pas. Une autre possibilité s'est donc imposée. Cette hypothèse, déjà envisagée auparavant, n'avait jamais été pleinement retenue, le modèle de la migration côtière. Selon cette théorie, les premiers Américains n'ont pas attendu l'ouverture d'un corridor terrestre. Ils arrivèrent par la mer, descendant la côte pacifique à bord de petites embarcations, longeant les rivages d'un continent qu'ils n'avaient jamais vu. Cette route était périlleuse. Il y a 18 ans, la côte nord du Pacifique était l'un des environnements marins les plus violents de la planète. Les systèmes orageux qui se formaient sur des milliers de kilomètres d'océan déferlaient sur cette côte sans aucun obstacle. Aucune terre ferme ne se dressait sur leur passage. Aucune barrière naturelle ne pouvait absorber leur force. Maltit épouse en quelque sorte les contours de la colline. Elle descend. Elle ne suit pas très bien les courbes de niveau. Lorsque ces tempêtes atteignirent la côte, elles avaient atteint leur pleine puissance, envoyant des vagues de 9, 12, voire 15 mètres de haut s'écraser contre les rochers. Il n'y avait ni port, ni abri, ni possibilité de sauvetage. Si une vague emportait votre bateau, c'était la fin. Pourtant, tout porte à croire que des gens ont entrepris ce voyage malgré tout, s'arrêtant en chemin pour pêcher, chasser les mammifères marins et ramasser des coquillages sur les rochers. Ils avaient suffisamment de nourriture pour continuer leur route et suffisamment de savoir-faire pour survivre dans des conditions qui seraient considérées comme extrêmes même selon les normes actuelles. Cela exige bien plus que du courage. Cela requiert un savoir accumulé,
Une compréhension des marées, des courants et des phénomènes météorologiques qui ne pouvaient provenir que de générations de personnes ayant vécu et péri au bord de la mer avant même que ce voyage n'entame. Il ne s'agissait pas de bandes nomades errant à l'aveuglette sur un nouveau continent. C'étaient des gens de mer expérimentés qui connaissaient suffisamment bien l'océan pour le traverser. Et cela nous amène à l'idée la plus troublante de toutes. Rimrock Draw ne marque peut-être pas le début de cette histoire. Il s'agit peut-être simplement du premier endroit où les preuves ont suffisamment bien résisté pour être identifiées. Des strates plus profondes qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. À Rimrock Draw, la dent de chameau a attiré l'attention en raison de son ancienneté et des signes évidents de d'épaissage humain. Elle semblait au premier abord marquer une limite, un point délimitant la profondeur à laquelle les preuves pouvaient remonter avec certitude. Mais cette hypothèse a été rapidement écartée lorsqu'on a examiné plus attentivement les couches sous-jacentes. La dent ne reposait pas sur la roche-mère. Elle ne constituait pas le point le plus profond de l'histoire. En dessous, la terre se poursuivait, recelant des sédiments plus anciens qui n'avaient pas encore été entièrement explorés. Ces couches plus profondes n'étaient pas vides. Elles commençaient déjà à porter les traces d'un événement survenu bien avant la mort du chameau. De petits éclats de pierre ont été retrouvés sous ce niveau. Selon la tradition, ils étaient là. Ils sont arrivés ici en traversant le détroit de Bering il y a probablement 1301, voire un peu plus. Ces marques ne sont pas aussi évidentes que des outils bien parfaitement façonnés, mais à l'échelle suggèrent tout autant une action délibérée. La pierre ne se brise pas, selon ses motifs, sans une force appliquée de manière contrôlée. À cela s'ajoutent des indices subtils, plus difficiles à cerner, mais impossibles à ignorer une fois remarqués. De légères perturbations dans le sol, des schémas qui suggèrent une activité répétée plutôt que des processus naturels aléatoires. Les travaux sur le site sont loin d'être terminés. Les chercheurs l'ont reconnu dès le départ. De vastes portions du ravin rocheux restent intactes car les fouilles ont leurs limites. Les financements ne sont pas illimités et chaque couche retirée est une couche irréparable. La préservation sociale est aussi importante que la découverte et cet équilibre ralentit tout. Un expert impliqué dans les travaux a clairement exprimé cette incertitude en décrivant ce qui n'a pas encore été découvert. On s'attend à trouver également des animaux plus grands dans ces couches plus profondes, attirés par le même milieu humide qui a attiré le chameau. Mais ces vestiges n'ont pas encore été mis au jour, non pas qu'ils soient absents, mais parce que le terrain susceptible de les contenir n'a pas été exploré. Une question demeure donc en suspens. Si la présence d'outils ou de traces évidentes d'activité humaine est finalement confirmée dans ces sédiments profonds, la chronologie ne sera pas simplement légèrement modifiée. Elle sera bouleversée, imposant une réévaluation complète. La présence humaine pourrait remonter à 2201, voire 2501. Elle pourrait même s'étendre sur une période jusqu'ici peu étudiée, en lien avec les migrations humaines vers les Amériques. Certains scientifiques ont déjà commencé à explorer cette piste. Ils se tournent vers le dernier maximum glaciaire. Une époque il y a près de 2601, où des calottes glaciaires recouvraient de vastes portions des continents nordiques et où le niveau de la mer a chuté de façon spectaculaire, percutant le puits avec un percuteur et formant cette cicatrice à l'intérieur. Cette chute de sable aurait exposé une plus grande partie du littoral pacifique, créant potentiellement des racines qui n'existent plus sous la même forme aujourd'hui. Si des populations étaient présentes à cette époque, elles auraient pu se déplacer le long de ces rivages, évoluant dans un paysage depuis lors modifié ou submergé. Cette possibilité change bien plus qu'une simple date sur une frise chronologique. Elle bouleverse toute notre compréhension de la façon dont les premiers humains vivaient et se déplaçaient. Cela suggère qu'ils s'adaptaient à des conditions extrêmes bien plus tôt que prévu, en utilisant des environnements qui exigent vigilance, planification et compétence. Cela signifie aussi que les premières traces de leur présence ne se trouvent peut-être pas là où on les aurait d'abord cherchées. La situation évolue. L'histoire qui semblait immuable commence à se fissurer. Et chaque nouvel élément de preuve vient s'ajouter à ce qui était resté incontesté pendant près d'un siècle. Rimrock Draw n'est plus seulement un site isolé aux découvertes inhabituelles. C'est devenu quelque chose de plus inquiétant. C'est devenu une faille dans un récit longtemps accepté. Et quelque part, sous des couches de cendres, de terre et d'un silence ancestral,
Les véritables origines de la vie humaine en Amérique attendent peut-être encore d'être découvertes.